Et boy que je suis pas content de commencer ça parce que c'est juste des bons jeux que je veux te présenter là. Puis pourtant, ils sont centièmes, puis 99, 98, mais ils méritent pas cette place-là. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes agoraphobes, c'est Vince de l'école du jeu, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je commence mon top 100. Grosso modo, moi je vous encourage grandement à aller voir un peu l'espèce de problématique que j'ai eu avec créer ce top 100-là en allant voir mon introduction. Grosso modo, je trouve ça lourd, je trouve ça difficile et surtout, je trouve ça injuste et ingrat pour des excellents jeux de se retrouver aussi loin dans mon palmarès personnel. Puis, moi, je considère ma collection comme étant un gros jeu plutôt que plusieurs petites parcelles de jeux. Donc écoute, j'ai pas grand-chose à dire, sauf que, si vous n'avez pas entendu parler de notre campagne Patreon, allez voir dans la description, il y a un lien pour notre campagne. Vous pouvez nous supporter financièrement. Si vous le faites déjà, merci, c'est super apprécié. Puis c'est grâce à vous, en fait, c'est à cause de vous, c'est de votre faute si je fais un top 100, puis ça me fait mal au cœur. Mais c'est pas grave, je le fais quand même parce que c'est ça. Mais aussi, deuxièmement, si ça vous intéresse pas vraiment de donner, c'est pas grave, continuez d'écouter puis continuez d'apprécier nos vidéos. On va quand même les faire, somme toute. Bon, je veux faire ça quand même assez rapidement, là, donc je ne vais pas m'éterniser. Donc, mon numéro 100 commence avec un jeu qui se nomme Nyctophobia. Et probablement que ce jeu-là aurait été plus haut dans ma liste. Et ça, c'est quelque chose que je vais dire régulièrement dans mes top 100, mais il aurait été plus haut dans ma liste simplement parce que c'est un jeu que j'ai pas nécessairement eu la chance d'expérimenter souvent dans mon temps de jeu personnel. Mais c'est un jeu, en fait, où est-ce que les joueurs vont avoir des lunettes qui ont des verres qui les rendent aveugles. Dans le fond, on ne voit rien du tout. Et tu as un animateur, une espèce de joueur qui voit tout, qui est un espèce de tueur dans une forêt. Et ce joueur-là va devoir prendre les mains des gens et les placer sur leurs pions. Et ces joueurs-là vont devoir déplacer leurs pions dans une espèce de forêt avec différents obstacles en évitant le tueur et en étant capable de se rendre à un point X et en essayant de se déplacer dans cette forêt-là. Et tu as l'impression que tout le long du jeu, c'est une forêt qui est dense, qui est épaisse, que tu es comme « Oh my God, je sais pas où je m'en vais. » Puis je capote parce que là, le tueur peut être à côté de moi, puis s'il me punch, je meurs. Puis là, tout le long du jeu, tu es là, puis tu te rends compte à quel point que dans la vie, perdre la vue et ne pas l'avoir, c'est comme effrayant. Ça fait peur. T'es 45 minutes, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie sans regarder, puis juste, à un moment donné, tu commences à avoir mal à la tête parce que là, c'est comme t'entends juste tout ce qui se passe autour, là, tu l'entends. Je me souviens de nos parties d'ailleurs. On a demandé à tout le monde de se taire autour parce que là, ça devenait trop bruyant. Bref, ça bourdonnait dans nos oreilles. Superbe jeu. Malheureusement, beaucoup de défauts au niveau du gameplay, mais je pense que l'expérience en tant que telle fait en sorte que ça peut être un jeu qui peut être apprécié, non pas pour ses mécaniques, oui pour la mécanique d'être aveugle, mais au-delà de ça, pour son expérience en soi. Là, vraiment, là, moi, ça m'a flabbergasté ce jeu-là. C'est pour ça qu'il est mon numéro 100. Il aurait pu être plus haut. Numéro 99 aurait pu être plus haut aussi si j'avais joué davantage. Il s'agit de Bios Megafauna, un de mes jeux en fait qui m'a vraiment, vraiment charmé de la part de M. Phil Eklund. Bios Megafauna, en fait, c'est un genre de... C'est comme si, admettons, on prenait Évolution, qui ont mixé ça avec Dominant Species, puis qu'on disait, OK, mettons qu'on rajoute, on craint les règles x10. Qu'est-ce que ça donnerait avec des plaques, avec un board qui représente des plaques tectoniques qui bougent, puis qu'on rajoute à ça tout le problème de chaleur et d'événements surnaturels qui vont vraiment venir des fois scraper nos plans à court, moyen et long terme. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça donne Bios Megafauna et c'est un jeu tellement le fun. On a un principe de cartes en fait qu'on accumule qui vont représenter différents traits de nos animaux. Et ces animaux-là, en fait, vont nous donner en fait des cubes de différentes couleurs qui vont représenter en fait soit de la défense, soit de la capacité de pouvoir s'adapter à certains environnements. On a un principe de carnivore versus herbivore. Donc les herbivores sont beaucoup plus faciles à s'adapter puis à s'accoutumer à leur environnement parce que les carnivores ont besoin d'herbivores pour se nourrir.
Mais somme toute, c'est vraiment, vraiment un jeu de fun. Un jeu avec plein, c'est très coloré, très intéressant là, à plusieurs niveaux. Là. Vraiment, je capote ce jeu-là. Je veux juste y jouer plus souvent. C'est difficile à sortir à cause des règles. C'est quand même assez volumineux puis quand même assez constant à ce niveau-là, ce qui fait en sorte que c'est peut-être plus difficile à sortir. Mais dès qu'on est familiarisé avec les règles, ça devient un jeu vraiment le fun avec un gros contrôle de territoire puis beaucoup d'interaction qui est vraiment intéressante. Donc, Bios Megafauna qui aurait pu être plus haut dans mon top 100. On continue avec un jeu de dextérité qui se nomme Beast of Balance. Alors, numéro 98, Beast of Balance, qui est un jeu, en fait, qui requiert une application téléphone. Et habituellement, je ne suis pas un grand fan de ça, mais dans ce jeu-là, l'application est tellement le fun parce que c'est un genre de jeu... C'est un jeu on s'en va dans un univers un peu parallèle où est-ce qu'on va devoir fusionner en fait des espèces d'animaux en plastique avec des formes un peu farfelues, puis les faire soutenir sur une espèce de petite plateforme avec des Blue qui fonctionnent à Bluetooth. Donc, quand on place une de ces figures-là sur la plateforme, et bien là, après ça, on est capable de pouvoir fusionner ensemble différents animaux qui s'agencent ensemble. On est capable aussi de placer des ailes ou encore de mettre des nageoires à un animal pour être capable soit qu'il vole, soit qu'il aille dans l'eau. Et donc là, on tranquillement, pas vite, on découvre en fait différents animaux, différents agencements d'animaux. Puis c'est ça qui est le fun, c'est vraiment la découverte de cet univers-là farfelu. Ça peut jouer en mode coopératif, ça peut jouer en mode compétitif. Le gros problème de ce jeu-là, c'est peut-être son accessibilité au sens où est-ce qu'il est très difficile à aller obtenir en magasin. Moi, je l'ai trouvé au Best Buy. Mais sinon, il y a des campagnes Kickstarter. Et encore là, bien souvent, le matériel, il coûte quand même assez cher parce que c'est vraiment du matériel de haute qualité, là, somme toute. L'application est vraiment bien faite, mais ça l'arrive aussi avec ses points faibles, c'est-à-dire le coût de production. Et au-delà de ça, on a des petites extensions ici et là qui sont super intéressantes, mais qui coûtent très cher aussi. Mais c'est vraiment un jeu très très fun, là. Probablement un de mes jeux de dextérité favoris. J'aime beaucoup ce jeu-là, Beast of Balance. Numéro 97, c'est le jeu Cash and Guns de Ludovic Maublanc. Écoute, moi c'est simple, tu me proposes un jeu avec des guns en styromousse, où est-ce que je dois viser les autres puis que je dois les menacer avec mon fusil. Moi, je suis vendu à l'idée. Je trouve ça farfelu, je trouve ça le fun, je trouve ça drôle. Ça appelle à l'imaginaire aussi. Ben, l'imaginaire. Ça appelle c'est le fun de se prendre pour un gangster. Puis que ce soit correct de le faire dans le contexte d'un jeu. Ajoutons à ça, en fait, tout l'élément de coopération, d'alliance à court terme. Du fait que, tu sais, aussi, il y a un principe de bluff. J'aime beaucoup ce jeu-là. J'aime le présenter, en fait, à différentes personnes. Puis c'est tout le temps drôle parce qu'au final, je suis tout le temps la personne à abattre parce que, tu sais, c'est ça, hein, on abat la personne qui a le plus d'expérience. Je ne sais pas pourquoi. Fait que j'ai perdu régulièrement ce jeu-là. Mais ça reste un jeu que je trouve foncièrement intéressant parce qu'il sort vraiment du lot comme jeu de party. On sort vraiment on sort beaucoup des sentiers battus, en fait. Puis je trouve vraiment que Ludovic Maublanc a frappé fort avec ce jeu-là, puis qu'il a réussi à faire un jeu qui traverse le temps, qui traverse les époques, puis qui reste en fait d'actualité, pas au sens avec le thème, mais davantage au sens des mécaniques, puis au fait qu'il interpelle beaucoup les gens en tant que tel, puis qu'il est facile d'accès. Pour moi, Cash and Guns a vraiment, vraiment été un coup de cœur, puis il va rester longtemps dans mon top 100. OK? On continue avec le numéro 96 qui s'appelle Rumble Nation. C'est pas un jeu très connu, c'est un petit jeu que j'ai ramené du Japon. Et c'est un jeu, en fait, qui a un principe intéressant, là, en fait, de placement d'unités sur une carte je pense que c'est le Japon, justement. Et on va placer, en fait, nos unités en fonction d'un principe de cascade, où est-ce que, en fait, il y a comme deux parties au jeu. La première partie, c'est vraiment le placement d'unités. Donc, tous les joueurs à tour de rôle vont rouler des dés et vont devoir, en fait, faire une paire de dés pour déterminer l'endroit où est-ce qu'ils vont placer leur unité. Et le troisième dé va déterminer combien d'unités on place dans ce territoire-là. Et donc, une fois que tous les joueurs, sauf un,
ont terminé de placer leurs unités, mais à ce moment-là, on fait l'espèce d'effet de cascade, c'est-à-dire que un territoire, le territoire en fait avec le plus petit chiffre, va s'activer, donc le joueur ayant le plus de cubes à cet endroit-là va remporter le contrôle de ce territoire-là, va donc gagner aussi le jeton correspondant au chiffre de ce territoire-là, et donc il va avoir une espèce d'effet cascade où est-ce que le joueur va récupérer des unités supplémentaires dans les régions adjacentes à ce territoire-là, qui vont s'ajouter à ces unités déjà présentes. Donc, peut-être c'est pas clair, là, mais c'est super intéressant cette espèce d'effet de cascade-là, puis que ça s'enchaîne. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est un superbe jeu, sérieusement. Là. C'est vraiment étonnant pour un petit jeu de 20 minutes là, de voir cette programmation-là, puis cette espèce de compétition-là, puis de voir aussi comment est-ce que les choses s'enchaînent. Là. Un très, très bon jeu, là, somme toute, que j'ai toujours apprécié. J'apprécie toujours mettre ça à table. Puis, comme tous les jeux, ben, tu me dis, j'ai pas joué à Rumble Nation, je vais te le montrer, même si c'est mon numéro 96. 94, on se retrouve avec Sheriff of Nottingham, donc le shérif de Rien-Jambon, Padoumtis. Sheriff de Nottingham, qui est un jeu en fait de négociation, où est-ce que à tour de rôle, on représente le shérif, puis ben, on va essayer de faire, on va essayer de se faire donner des pots de vin, ou on va accuser les joueurs d'avoir de la contrebande dans leurs marchandises. Donc là, il y a toujours un aspect de « OK, tu me donnes un pot de vin, vraiment, est-ce que c'est parce que tu as de la contrebande dans ta marchandise, ou c'est pour me faire croire que tu as de la contrebande, ou c'est parce que tu as de la contrebande, mais tu veux m'acheter, puis tu veux me donner aussi un bénéfice quand ça va être rendu à ton tour. Mais encore là, est-ce que tu vas respecter ta parole ou tu ne la respecteras pas? » Un jeu qui vraiment a le luxe d'être super thématique, malgré son thème super large et malgré ses mécaniques très larges, encore une fois, là, qui pourraient s'appliquer à plein d'autres thèmes. Mais on trouve vraiment un thème et des mécaniques qui collent super bien ensemble. Puis c'est le fun, en fait. Puis le côté artistique, l'esthétique du jeu est vraiment est très drôle. Là, le shérif qui est un petit peu, qui est bedonnant, puis il a des yeux super, il a de l'air super fâché. C'est le fun de se prendre au jeu aussi du shérif. Donc c'est mon numéro 95. Encore une fois, c'est ça. King of Tokyo 94. King of Tokyo, ben écoute, c'est simple. C'est un jeu que j'ai joué maintes et maintes fois, que je ne pouvais pas passer à côté, que je trouve vraiment le fun, puis que je vais toujours avoir du plaisir à le présenter. On se perd dans le thème, on aime ça être des monstres. On aime ça faire... En fait, il y a juste moi qui aime faire des voix, les autres trouvent ça fatigant. Mais King of Tokyo, dans le fond, si vous ne connaissez pas le jeu, ben, c'est un jeu en fait où est-ce qu'on va représenter des espèces d'archétypes de monstres méchants, un peu de la mythologie japonaise, on va dire ça comme ça. Là. Mais grosso modo, en fait, c'est un contrôle de territoire où est-ce qu'on doit aller accumuler des points, puis on va faire des points en ayant le contrôle de Tokyo. Et ajoutons à ça le fait qu'on peut obtenir des cubes d'énergie. Ces cubes d'énergie-là peuvent être vendus pour obtenir une mutation. Donc là, ça va te permettre d'avoir un super pouvoir ou de pouvoir faire un méga gros coup de la mort qui tue pour ralentir les autres ou pour leur enlever des points de vie. Donc il y a deux manières de gagner, soit par le nombre de points de victoire. Donc quelqu'un arrive à 20 points de victoire ou que tu es le seul vivant autour de la table. Donc c'est un gros jeu de pif paf pouf, pow, ping, pow, ping, pow, pow, pow. Puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment un jeu super intéressant que je montrerai à n'importe qui, n'importe quand. On tombe ensuite de ça avec le numéro 93, Meeple Circus. Meeple Circus, en fait, ce que je trouve intéressant de ce jeu-là, c'est le fait que c'est farfelu au bout. J'ai toujours ri aux éclats quand j'ai joué à ce jeu-là. De façon systématique, je riais. J'avais du fun à regarder les gens faire leur niaiserie, surtout là, le troisième round, là, de voir des gens là, essayer de réciter l'histoire des différents meeples qu'ils placent sur leur affaire, ou encore de devoir, je sais pas moi, crier je t'aime à chaque fois qu'il y a un coup de cymbale dans la chanson. Il y a comme plein de choses vraiment farfelues, et ils ont vraiment réussi en fait à créer quelque chose quand même de méta. Là, on s'entend, c'est un cirque de meeples, donc c'est très méta là, au niveau du jeu de société, mais ils ont quand même réussi à faire de quoi de super attrayant, avec un thème qui, au départ, je pensais vraiment trouver
pas correct, sympathique, mais c'est vraiment le fun, le rythme, il y a un rythme enchaîné, la musique est le fun, bref, c'est vraiment un jeu de party qui est très très cool à jouer somme toute. Mon numéro 92 se retrouverait probablement en plus haute position, simplement parce qu'il vient de sortir, j'ai pas joué beaucoup de parties, j'ai surtout joué des parties avec 2 et 3 joueurs, dont certaines sur Tabletop Simulator. C'est pas un jeu qui se joue bien sur Tabletop Simulator parce qu'il s'agit d'un jeu de négociation qui se nomme Moonrakers. Moonrakers n'étant disponible qu'en anglais pour l'instant. J'espère vraiment que ce jeu-là va avoir une traduction française parce que ce jeu-là est vraiment hot jusqu'à date. C'est un jeu il y a un mix de deck building avec négociation. Il y a des allures un peu de Cosmic Encounter au sens où est-ce que la négociation va se faire de façon très naturelle, mais en même temps, il y a un côté gestion de ressources, plus gestion de cartes, en fait, gestion de potentiel de main, à devoir bien gérer pour être capable de pouvoir aider les autres joueurs à des moments opportuns ou leur mettre des bâtons dans les roues au sens où est-ce que, si on accepte ta compagnie dans une mission, tu pourrais décider volontairement de juste dire, moi, je joue rien pour te mettre des bâtons dans les roues. Génial comme jeu, là, vraiment très bon. On a aussi un aspect, en fait, d'engine building, entre guillemets, parce qu'il va y avoir des cartes qu'on va placer sur notre vaisseau personnel et ces cartes-là vont nous donner des pouvoirs, en fait, que ce soit des pouvoirs au niveau de choses qu'on peut offrir quand on s'en va avec les autres joueurs en mission ou encore des pouvoirs qui vont nous permettre de vraiment avoir une espèce de... Mais si on a une carte dommage, par exemple, chaque carte dommage en vaut 2. Donc là, on a cette espèce de levier de négociation-là, soudainement, grâce à cet engine building qu'on crée. Vraiment, là, j'ai vraiment apprécié. Un superbe jeu qui est sorti en 2020 puis que j'ai hâte de mettre sur la table en vrai, avec plusieurs joueurs à tout le moins, là. Et finalement, mon numéro 91, c'est un jeu qu'honnêtement, c'est intemporel, ce jeu-là. Ça s'appelle Cockroach Poker. J'ai joué à ce jeu-là avec plein de gens, dans différents contextes, avec des enfants, avec des adolescents, avec des adultes, avec des personnes âgées. J'ai joué à Cockroach Poker avec tellement de types de personnes. J'ai des fous rires à chaque fois. C'est de voir les gens, en fait, prendre la carte, de dire « OK, ça, c'est un rat. OK, là, je te le passe. Là, cette personne-là, le regarde. OK, ah non, c'est pas un rat, c'est une coquerelle. » Puis là, l'autre personne le regarde. « Ben non, c'est pas une coquerelle, c'est vraiment un rat. » Puis là, de voir la dernière personne faire comme « OK, mais qui dit la vérité? » Est-ce que, tu sais, ou que tout le monde dise « Ah oui, c'est un rat. » Puis finalement, OK, mais est-ce qu'ils disent toute la vérité ou c'est juste un mensonge? Ce genre de situation-là, tellement loufoque à partir d'un système, d'un principe qui tient sur 3 règles. C'est incroyable comme jeu. C'est vraiment un jeu qui est super le fun. Si vous n'avez pas ce jeu-là dans votre bibliothêque, c'est un petit jeu qui coûte 12$, qui va pouvoir se sortir à n'importe quel moment. Et plus qu'on y joue, je pense, plus qu'on apprécie ce jeu-là. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour là, de ce que j'ai à dire. J'ai pas grand-chose à dire de négatif sur Cockroach Poker, à part que, si on est des gros gamers et que, on veut juste jouer à des gros jeux tout le temps, t'aimeras pas ça. Mais, le jeu se prête tellement bien à différents moments et à différents contextes. Donc, c'est ce qui conclut, en fait, la vidéo. Cette première vidéo, en fait, de mon top 100, cette deuxième vidéo, parce qu'on a l'introduction, là, ça, ici, c'est la deuxième partie. Hein, donc, on commence le top 100. Donc, mes positions 191, j'espère que vous avez apprécié. Moi, je n'ai pas apprécié parce que ces jeux-là auraient pu tous se retrouver dans mon... ils auraient pu tous se retrouver plus haut dans la liste. Hein. Mais enfin, bref, donc j'espère que vous avez grandement apprécié et si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. Si vous avez des questions concernant certains de ces jeux, n'hésitez pas à me poser la question dans la section des commentaires. S'il y a certains jeux auxquels vous avez joué ou que vous n'êtes pas d'accord ou que justement vous voulez plus d'informations, faites-moi le savoir, ça me fera plaisir de répondre à tout cela. Autrement, abonnez-vous à notre chaîne, suivez-nous sur Instagram, likez notre page Facebook et si ça vous intéresse, encore une fois, allez dans la description. Il va y avoir un lien pour notre campagne Patreon et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et on se dit à bientôt parce que je vais continuer pour votre bonheur et contre mon gré. Alors je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.